Bonjour, je m'appelle Sandra Dupré, je suis développeuse Android chez Octo Technologies. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer pourquoi il est important de commencer à penser à mettre du machine learning dans vos apps et finalement à quel point c'est facile. En fait, déjà, pourquoi on doit faire ça? En fait, on a de plus en plus de canaux de diffusion d'informations et en fait, notre cerveau n'est pas capable de tout gérer. Toute l'information qui nous vient par rapport à ce qu'on est capable d'engranger, il y a une différence qui aujourd'hui est monstre. Alors comment on fait pour discerner la véritable information, celle dont on a besoin ou celle qu'on a envie d'avoir, du bruit ambiant? C'est là que notre smartphone peut venir utile. Notre smartphone, c'est notre objet qu'on a tout le temps dans notre poche, qu'on a tout le temps avec nous et dont on peut maintenant plus trop se passer. Et il peut devenir une sorte de plateforme de condensation d'informations qui nous restaure uniquement l'essentiel, ce qu'on a envie, ce qu'on a besoin. On peut prendre par exemple les flux personnalisés d'articles. Aujourd'hui, on l'a dans les launchers, type launcher de Google, et finalement, c'est assez pratique. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de machine learning, mais de ma vue à moi, de dev Android. Donc ça va être finalement assez simple. S'il y a des data scientists dans la salle, vous allez un peu vous ennuyer. Mais surtout, le machine learning, finalement, on en entend beaucoup parler quand on n'en fait pas, et on espère savoir ce que c'est. On identifie souvent le machine learning par les réseaux de neurones, mais en fait, le machine learning, c'est plutôt tout ça. Vous avez des algorithmes supervisés, où vous pouvez avoir ce que c'est exactement, non supervisé pour les classifier, et tout ce qui n'est pas renforcement. Mais finalement, aujourd'hui, oui, on va quand même parler de réseaux de neurones, parce qu'on va parler vite fait de TensorFlow, et TensorFlow, c'est des réseaux de neurones. Alors, un réseau de neurones, ça ressemble à ça fait un peu peur. On a plusieurs couches de neurones successives qui communiquent les unes avec les autres. Un neurone, ça ressemble à ça, au final, c'est deux parties qui prend en entrée les résultats de tous les neurones de la couche d'avant, qui va appliquer une opération linéaire, et histoire de rendre un peu le résultat un peu plus naturel et que tous les neurones ne disent pas la même chose, on va appliquer une fonction filtre. De ça, on va avoir un output qu'on va dispatcher à tous les neurones du layer suivant. Mais sur le mobile, finalement, ce qu'on va traiter essentiellement aujourd'hui, ça va être des images ou du son, des données finalement qui sont d'un poids assez conséquent. Du coup, on va rajouter au bout de notre neurone une opération qui s'appelle le pooling, qui permet de compresser l'information. On va prendre par exemple une image, le pixel qu'on va analyser, finalement le pixel d'à côté, il n'en est pas très loin, il a souvent un peu la même information. On va pouvoir faire un peu des paquets d'informations comme ça. Et du coup, mis bout à bout, on a notre réseau de neurones. Ça paraît bien compliqué comme ça, mais au final, c'est ce qu'on va appeler notre modèle après. Donc les grands acteurs, ils ne nous ont pas du tout attendus. Du côté de Google, ils ont sorti TensorFlow pour mobile, light et mobile, dont on parlera après. Et du côté d'Apple, ils ont sorti CoreML. En début d'année, ils sont même allés encore plus loin, Google en présentant MLKit et Apple avec CreateML. CreateML, c'est ce playground où vous pouvez tirer votre dataset dedans et pouf, vous avez un modèle. Mais nous, on aime bien Google, du coup, on va parler de TensorFlow. TensorFlow, c'est un outil de calcul numérique haute performance qui utilise des réseaux de neurones via deep learning, qui possède deux versions mobiles, et c'est ça qui va nous intéresser après, qui est open source et qui a été fait à la base par Google Brain. Mais alors, je ne sais pas pour vous, mais établir un modèle, prouver son exactitude, la validité des données, leur véracité, leur quantité, est-ce que je sais faire? Moi, pas du tout. Et en fait, souvent, ce que je veux faire, c'est des trucs qui ont déjà été faits, genre filmer une image et savoir ce qu'il y a dessus, mais j'ai envie de le faire moi-même. Du coup, est-ce que j'ai envie de réinventer la roue ou d'utiliser des trucs qui existent déjà? Finalement, je vais essayer des trucs qui existent déjà, comme les modèles préentraînés. Les modèles préentraînés, si vous allez voir sur TensorFlow, il y en a trois qui ressortent au début: Inception V3, Smart Reply et MobileNet. Inception V3 et MobileNet, c'est du traitement de l'image, alors que Smart Reply, ça va être du texte. Smart Reply, vous le connaissez déjà, il est dans Gmail, c'est lui qui vous dit comment répondre à un mail. Nous, aujourd'hui, on va regarder Inception V3 et MobileNet. Dans leur cas, ils ont été entraînés sur le même dataset d'images, donc ImageNet. Et leur différence, ça va être finalement leur utilisation. Inception V3 va être meilleur, ça veut dire que ses résultats vont être plus fins, son top va être meilleur et son accuracy va être de meilleure qualité. Par contre, au niveau de son poids, à la fin, vous allez avoir un modèle qui est assez conséquent. Et nous, dans le mobile, on ne peut pas se permettre ça. Du coup, vous avez MobileNet, qui va avoir des résultats un tout petit peu inférieurs à Inception V3 en termes de qualité, même si finalement votre top va être à peu près le même.
Par contre, son poids, il va être vraiment sympa, du genre 10 fois inférieur à celle d'Inception V3. Du coup, par la suite, là, on va créer un modèle ensemble et l'intégrer dans l'app. Et comme on veut l'intégrer dans une app, on va choisir MobileNet. Alors du coup, le dataset sur lequel on va réentraîner MobileNet, c'est ce dataset-là. Du coup, c'est un dataset qui contient 10 espèces de singes différents qui sont déjà classés par... donc on a les photos de 10 espèces. C'est un dataset que j'ai trouvé sur Kaggle. Vous en avez plein comme ça, des datasets avec lesquels jouer, et c'est quand même super cool. La première étape, c'est de les classer. Mettre toutes les photos d'une seule espèce de singe dans le même dossier, nommer ce dossier par le nom de l'espèce du singe. Et en faisant ce petit travail, vous allez pouvoir utiliser un truc tout prêt, encore une fois, qui est un script qui est fourni par TensorFlow, qui est le retrain.py, qui vous permet de réentraîner un modèle pour pouvoir l'utiliser sur quelque chose de plus spécifique. Donc il est assez simple d'utilisation, vous lui donnez le folder qui contient votre image, vous lui donnez le nom de votre modèle de sortie, donc ici c'est le graph.pb, pb parce que les modèles TensorFlow sont en protocole buffer, et l'output label, donc le label.text. Pourquoi on a un label? Parce qu'en fait, quand vous faites tourner TensorFlow avec votre modèle, à la fin, ce qui va vous sortir, c'est un index. Lui connaît que les chiffres, il va vous sortir 2, 3, 6. Après, vous mappez ce chiffre avec votre fichier label à l'index qui a été fourni, et vous allez pouvoir avoir un vrai nom compréhensible par l'humain. Et enfin, dans notre commande, on a la dernière ligne qui permet de choisir le modèle sur lequel on veut se réentraîner. Ici, MobileNet V1. Si on veut utiliser ce qu'on appelle des modèles quantized, on verra après, il suffit d'ajouter la notation quantized dans le lien. Sauf que quand j'ai utilisé ce script, c'était un peu la première fois que je l'utilisais, et en fait, ça ne marchait pas du tout. Il me fournissait un modèle à la fin qui ne fonctionnait pas. Et en fait, c'était la première fois que j'utilisais ce script, parce qu'avant, j'ai toujours pris celui du Codelab, et celui du Codelab, pour le coup, il marche. Même s'il est un petit peu différent à utiliser, il y a des options qui sont assez sympas en plus, comme le How many training steps, qui vous permet de réentraîner votre modèle plusieurs fois de suite, en donnant le nombre d'étapes, ce qui vous permet de réduire un peu si vous n'avez pas trop le temps, que vous voulez vraiment juste jouer avec. Vous avez aussi le summary dir, qui vous permet de spécifier le dossier dans lequel vous voulez que TensorFlow crache toutes ces données, ce qui vous permet après d'utiliser le TensorBoard, qui lui vous donne le graphe, à quoi il ressemble, et surtout la réussite de vos entraînements. Ici, par exemple, les entraînements ne sont pas bien passés. Ce n'était pas sur ce dataset-là, c'en était sur un autre que j'ai voulu essayer. Et en fait, les courbes sont assez linéaires, ce qui n'est pas bon, finalement. Les bonnes courbes sont assez logarithmiques. Alors, on a dit qu'on avait parlé mobile, surtout aujourd'hui. Et donc, la première chose que TensorFlow nous a offert pour faire du mobile, c'est TensorFlow Mobile. TensorFlow Mobile, finalement, c'est TensorFlow packagé dans une boîte pour mettre sur mobile. Donc, ça veut dire qu'on a tout TensorFlow dans une boîte et on essaie de le mettre. Donc on a accès à absolument tous les opérateurs possibles. Mais le problème avec ça, c'est que du coup, ça en fait un package très lourd et surtout très consommateur. Tellement consommateur qu'au bout de 15 minutes, mon téléphone était bouillant. Du coup, ce n'était pas une solution, et surtout pas une solution à mettre en prod. Du coup, une autre solution est sortie. Ah oui, au passage, ça a disparu de la documentation de TensorFlow depuis juillet, je ne sais pas quand, mais on a essayé de retrouver un petit peu d'informations dessus, ça a disparu. Donc tant mieux, on va utiliser TensorFlow Lite. TensorFlow Lite, c'est une solution allégée de TensorFlow qui utilise des modèles en flat buffer, donc on va avoir un petit problème de conversion, qui est optimisé pour le mobile, ce coup-ci, on a quelque chose de plus léger, qui est quand même plus sympa à tirer, mais par contre qui ne supporte qu'une partie des opérations de TensorFlow. C'est-à-dire que vous avez certains modèles TensorFlow qui ne sont pas lisibles par TensorFlow Lite, qui est considéré aussi comme une contribution à TensorFlow. Ça veut dire que quand il y a des mises à jour de TensorFlow, des fois on a des aléas non voulus sur TensorFlow Lite. Il y a des optimisations qui arrivent avec. La première, c'est ce que je vous parlais avant, les modèles quantized. Ça veut dire que les modèles ne sont plus en float, mais en bytes. Donc ça en fait des modèles plus petits et plus efficients. Le problème, c'est que selon les versions et le converteur dont je vais vous parler après, ça ne marche pas. La deuxième optimisation super bien, c'est le freeze, parce qu'en fait, les modèles que TensorFlow vous donne, c'est des vrais modèles de machine learning, donc ils sont encore capables d'apprendre. Et nous, sur mobile, on ne peut pas encore faire ça, sauf avec les dernières puces, mais aujourd'hui, on ne le fait pas. Tout ce qu'on veut, c'est prédire des choses. Donc finalement, on va couper toutes les branches qui sont inutiles à la prédiction, pour encore une fois optimiser notre modèle en termes de taille.
Donc on va convertir notre modèle avec un super objet qui s'appelle Toco, le TensorFlow Lite Optimizing Converter, qui permet de prendre les modèles TensorFlow et de les transformer en flat buffer pour avoir des modèles TensorFlow Lite. Sauf que Toco, sur la version 1.7, ça marchait. Sur la version 1.9, il fallait utiliser un autre mot-clé qui ne marchait pas, donc on utilisait Basel Run. Là, ça y est, on est sur 1.11 et Toco refonctionne, et ça, c'est assez chouette. Donc pour utiliser Toco, il y a une commande qui est finalement pas si compliquée. On lui donne l'output file, donc notre graph.tflite, c'est ce qu'on veut à la fin. L'input file, qui s'appelle graph.devfile, on lui donne notre modèle de tout à l'heure, le graph.pb. Qu'est-ce qu'on veut? On veut un format tflite. Et comme nos modèles est non quantized, c'est encore un modèle en float, on lui précise que c'est du float. Si votre modèle est quantized, la seule différence, c'est l'inference type, essentiellement. Il y a d'autres petites différences, mais essentiellement l'inference type qui doit être précisée en quantized. Et enfin, on va pouvoir intégrer ça sur Android. Du coup, on prend notre modèle en flat buffer, on prend le label.txt qu'on a eu tout début via notre retrain.py, et on le met dans nos assets. Le truc, c'est que TensorFlow Lite, en entrée, il ne prend pas des images, il prend des byte buffer. Donc déjà, on a un travail pour transformer notre image en byte buffer, qui est assez lourd. La petite chose à voir, c'est dans l'allocate direct, surtout dans l'allocation, de faire un bon x4 parce qu'on a du float, surtout pas l'oublier. Et enfin, on peut créer notre interpréteur. Pour ça, on va lire notre modèle qui est dans nos assets, on le met dans un file input stream et on crée notre interpréteur avec ça. Au passage, on va lire nos fichiers de label et on va le mettre dans un tableau de string. Et enfin, on peut lancer l'opération. Du coup, on récupère notre bitmap, on le transforme en byte buffer. On va créer notre fichier de sortie qui fait la taille du nombre de labels qu'on a. Et on va lancer l'interpréteur. À la fin, on a juste à mapper les labels avec notre fichier de sortie pour avoir pour chaque label son pourcentage de possibilités. On va le trier de la plus haute possibilité à la plus petite. On va prendre le premier et on va juste l'afficher. Du coup, je sais que c'est tel singe à tant de pourcentage. Deuxième partie, c'est MLKit. MLKit, ça a été annoncé en mai. Et c'était censé un petit peu encore nous aider à y aller, à plus trop hésiter à y aller. Du coup, MLKit, au final, c'est une partie de Firebase. Et c'est surtout une boîte à outils, au final. C'est une boîte à outils qui reprend les API de Mobile Vision, qui prend une API de Google Cloud API et qui embarque TensorFlow Lite en même temps. Pour la partie API, comme ils disent, vous allez avoir la possibilité de soit faire tourner le modèle sur votre téléphone directement, ou soit de le faire tourner sur le cloud. Dans les API disponibles, vous avez l'OCR, donc tout ce qui est Text Recognition, la détection de visage, qui elle est disponible uniquement sur device, la lecture de code barre aussi, la labellisation d'images, device et cloud, la reconnaissance de points de repère, qui est la seule aujourd'hui qui est disponible uniquement sur le cloud, et bientôt le Smart Reply, on espère. Prenons l'exemple de la détection de visage. Quand vous demandez une détection de visage, vous prenez et il vous renvoie une liste de visages. Pour chaque visage, vous pouvez demander plein de choses différentes à savoir dessus. Là, par exemple, j'ai le bounding polygone, donc je sais où est mon visage sur ma photo, dans quel sens est ce visage. Tout ce qui est les facial landmarks, c'est quelque chose que je peux demander à voir. Où est l'œil gauche, où est l'œil droit, où est le bas de la bouche. Ce qui après, c'est ça qui va nous intéresser aussi, les feature probabilities. Est-ce que la personne sourit ou pas? Est-ce que ses yeux sont ouverts? Et là, dernièrement, le facial contour qui nous permet de savoir exactement, point par point, où sont les différentes parties du visage. Ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre de localiser des visages, de connaître leur orientation, de localiser les détails d'un visage, et même de déterminer les émotions de ce visage. Et c'est ce qu'on va essayer de faire en utilisant la feature probabilities du sourire. Est-ce que la personne sourit ou pas? Donc on a fait une petite app avec un de mes collègues qui s'appelle la Jokebox. Si vous ne souriez pas, elle vous raconte des blagues, et si vous souriez, c'est que tout va bien, donc elle arrête. Ou du moins, elle vous dit que ça va bien. L'API utilisée, c'est DadJokes, parce que les blagues de papa, c'est quand même plutôt cool. Et on s'est épargné Caméra 2 en utilisant Camera Kit. Alors, pour récupérer notre API de détection de visage, c'est finalement super simple. Si vous avez déjà mis Firebase, c'est un petit peu pareil. Vous mettez le corps de Firebase, vous tirez les Google Services. Vous n'oubliez pas de ronfler votre app via la clé SSH, tout ça, dans l'interface de Firebase, sinon ça ne marche pas.
Et vous tirez, là, ce qu'on va avoir besoin, le ML Vision, qui va nous permettre de détecter les visages et faire tout ça. Donc là, sinon, vous allez voir, ça va aller encore plus vite. On va aller chercher notre interpréteur, donc le Get Vision Face Detector à la fin, auquel on va donner des options. Là, moi, par exemple, tout ce que je veux, c'est savoir si la personne sourit ou pas, donc je veux les feature probabilities. Donc c'est le set classification type, où je lui dis, je veux tout, en fait, parce que je peux demander tout ou rien. Et enfin, je peux directement reconnaître ce que j'ai à reconnaître. Du coup, je vais mettre mon bitmap dans un Firebase Vision Image et lancer le détecteur. Si ça ne va pas, j'ai une erreur. Ça peut fail juste parce qu'il n'y a pas de visage dans la photo, et ça, c'est plutôt bien. Et quand ça réussit, j'ai donc ma liste de visages, et je prends le premier, je regarde la probabilité que la personne sourit. Si elle sourit, je dis qu'elle sourit, sinon je dis que ça ne va pas. Et du coup, ça donne ça. Tant que la personne ne va pas bien, ça raconte une blague, et si la personne va bien, tant mieux. Alors, est-ce que vraiment on s'embête à le faire tourner sur nos devices ou est-ce qu'on va directement sur le cloud? C'est une vraie question à se poser. Déjà, les performances du device, elles sont un petit peu inférieures à celles du cloud. Par exemple, pour la labellisation d'images, la version device va avoir beaucoup moins de vocabulaire que la version cloud. Si vous lui montrez un terrain de foot, la version device va vous dire qu'il y a de l'herbe, alors que la version cloud va aller un petit peu plus loin, dire qu'il y a du gazon, que c'est un terrain, etc. Mais il faut prendre en compte les tarifs du cloud. Vous avez uniquement les 1000 premières utilisations qui sont gratuites, ensuite il faut payer. Et surtout, l'intérêt de le faire sur votre device, c'est que votre app, elle est disponible offline, et aujourd'hui, la constante de l'offline, c'est quelque chose de beaucoup trop mis à part dans la plupart des apps. Aussi, finalement, attention à la protection des données. Quand vous le faites sur votre device, vous n'envoyez absolument rien au serveur de Google, donc en fait, vous vous retrouvez GDPR compliant assez vite. Mais nous, tout à l'heure, on a fait un modèle de singe, et on aimerait bien pouvoir l'utiliser avec MLKit, parce que c'était cool d'utiliser avec TensorFlow Lite, mais maintenant qu'on a un nouvel outil, on va l'utiliser. Et le super intérêt d'MLKit, et comme c'est dans Firebase, c'est que du coup, on peut l'héberger sur Firebase, notre modèle. Du coup, vous créez votre projet Firebase, vous cliquez la nouvelle icône MLKit en bêta, vous cliquez sur Personnaliser, et là, vous pouvez ajouter votre modèle. Vous lui donnez un nom, et ensuite, vous importez votre modèle. Si tout à l'heure, voilà, on s'est un peu embêté à le convertir et tout, c'est pour pouvoir l'importer directement dedans. Et à la fin, on a notre modèle qui est du coup disponible sur Firebase. Le gros intérêt ici, c'est que le jour où je vais mettre une mise à jour, je clique dessus, je télécharge mon nouveau modèle et il sera réparti sur tous les téléphones de mes utilisateurs, Android comme iOS. Alors maintenant, côté Android, comment on va faire? On a plusieurs possibilités. On peut mettre en local, comme avec TensorFlow Lite, vraiment, faire exactement pareil. À distance, utiliser uniquement ce qu'il y a sur Firebase, ou les deux finalement, mettre en local et à distance, et le MLKit s'assurera d'utiliser celui qu'il a de présent au moment dont il a besoin. Du coup, c'est tout pareil que tout à l'heure. On prend notre modèle et notre fichier texte et on les met dans nos assets. Et là, la différence d'utiliser les API, c'est qu'on va tirer le ML Model Interpreter au lieu du ML Vision. On va déclarer quelques petites variables, par exemple l'image size. Tout à l'heure, au tout début, on utilisait MobileNet avec une constante qui était 224, parce qu'en fait, du coup, MobileNet reconnaît les images en 224, donc on va le préciser ici aussi. Notre modèle, on va le chercher dans les assets, et le nom de notre modèle, c'est notre modèle de singe, Monkey. Le petit truc à faire au début, c'est de déclarer des data options. Donc l'input, là, mon modèle, c'est non-quantized, donc c'est un modèle en float, donc mon input, c'est un float. Et mon output, c'est aussi un float, parce que finalement, c'est c'est les probabilités de sortie. Au passage, on récupère encore une fois notre modèle.txt, notre label. Alors on va déjà initialiser la source locale pour aller chercher dans les assets. Et là, finalement, c'est que quelques lignes, encore une fois. On définit la source locale, on lui dit que c'est dans les assets, on lui donne le nom du modèle et c'est fini. Pour la source distante, c'est assez intéressant parce que vous pouvez déclarer des conditions. La condition, par exemple, ici que j'ai mise, c'est qu'il faut que l'utilisateur ait le Wi-Fi pour pouvoir télécharger mon modèle. Parce que là, mon modèle de singe, il fait que 5 mégas, donc ça va. Mais s'il en fait 10, 15, 20, on va commencer à pas mal utiliser son réseau. Et c'est pas ce qu'on veut. Autres conditions qui sont disponibles uniquement sur Nougat et Plus, demander que le téléphone soit en charge ou encore qu'il soit en veille.
La deuxième chose intéressante, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre les mêmes conditions pour le premier téléchargement du modèle et pour les mises à jour. On peut se dire que le premier, c'est hyper important, je ne mets pas de conditions parce qu'il faut absolument que mon utilisateur l'ait. Par contre, pour les updates, finalement, que ça arrive dans la nuit, ça ne me pose pas de souci. Ensuite, on va register nos sources, donc notre source locale et notre source cloud. Et on va créer notre interpréteur en redonnant des options qui disent où est la source cloud et où est la source locale. Et enfin, on va pouvoir runner tout ça. Donc, comme MLKit, c'est vraiment une couche au-dessus de TensorFlow Lite, et bien encore une fois, on doit lui donner un byte buffer. Donc, on va transformer notre bitmap en byte buffer et on va l'ajouter dans un Firebase Model Input. Et on va runner avec les data options. Si tout se passe bien, ben, c'est vraiment comme tout à l'heure, on récupère nos résultats, on les map avec nos labels et on est capable de dire quel est le singe le plus probable. Et en fait, du coup, ça donne ça. Je prends en photo un singe. Et là, il en est sûr à presque 93% que c'est un Patas Monkey, et c'est le cas. Pareil pour celui-ci. Là, il va être encore plus sûr de lui, à presque 100%. Donc on peut estimer que notre modèle, quand même, marche plutôt bien. Et que MLKit, c'est quand même plutôt cool, mais il y a quand même des petits trucs à prendre en jeu aujourd'hui qui sont un tout petit peu dérangeants. C'est que le téléchargement du modèle, il est super long. Mon modèle, il fait 5 mégas, et au bout de 15 minutes, je ne l'avais toujours pas. Quand je suis sur le Wi-Fi, c'est un petit peu dommage. Et il est un petit peu aléatoire. Ça veut dire que des fois, j'ai beau attendre et attendre et attendre, je n'ai jamais mon modèle. Par contre, si je kill mon app et que je redémarre, mon modèle est présent. On n'a aucune indication sur le pourcentage de téléchargement du modèle, voire même si le téléchargement a commencé. L'erreur que me renvoie MLKit est tout le temps la même, il y a un problème. Pas très explicite. Et du coup, vis-à-vis de nos utilisateurs et de l'expérience qu'on veut leur donner, surtout si on n'a pas de modèle en local, c'est assez dérangeant. Quid des bugs de TensorFlow Lite et même de Toco, de Quantize Model et tous ces objets avec lesquels j'ai eu beaucoup de mal en début d'année, qui, selon les mises à jour de TensorFlow, subissaient des régressions. La documentation, elle est un petit peu légère. Vous avez plutôt intérêt d'aller fouiller dans les issues GitHub pour avoir un peu plus d'infos. Et les exemples sont assez peu compréhensibles, voire même le code lab de MLKit de base est quand même assez sale. Il utilise une caméra dépréciée, tout ça, alors que c'est sorti en mai. C'est un peu dommage. Et le côté API qui est quand même super cher. Ça ne change pas que MLKit reste un super outil, il faut juste qu'on apprenne à savoir quand l'utiliser. Alors maintenant qu'on a vu tout le tech, on va se dire, OK, on en fait quoi? Parce que ça a l'air quand même hyper facile à mettre en place, surtout si on travaille avec des data scientists qui vont nous fournir des super modèles. Maintenant, moi, je sais le mettre, mais qu'est-ce que j'en fais? Quel modèle on va faire? Et puis déjà, pourquoi sur mon device et pourquoi pas sur le SI? Parce que chez nous, c'est assez rapide à mettre en place. On a 4 lignes de code et on a un modèle qui tourne, c'est quand même assez cool. Certains SI peuvent mettre du temps à évoluer dans ce sens. Moi, chez mes clients, ils ont des SI qui sont assez lourds, assez vieillissants, et déjà, pour faire la moindre évolution, c'est un peu compliqué. Il faut penser aussi que si vous avez des millions d'utilisateurs, vous voulez faire tourner le modèle pour tous vos utilisateurs sur votre serveur, ça fait quand même beaucoup, alors que si le modèle tournait sur chaque téléphone, vous, ça ne vous impacterait pas du tout. Les données ne transitent pas vers un serveur. Encore une fois, vu les nouvelles lois européennes, c'est plutôt sympa d'avoir cette garantie. Les résultats ne dépendent pas de la qualité du réseau. Ça veut dire que même au fin fond de la France ou dans le métro, vous n'avez pas de problème à utiliser l'application. Il ne faut pas oublier que nos devices ils sont de plus en plus puissants. Et même pour ceux qui ne le sont pas vraiment, on a les librairies machine learning qui sont quand même de plus en plus optimisées. Si on voit la différence entre TensorFlow Mobile et TensorFlow Lite, on a quand même une montagne entre les deux. MLKit, quand il vous parle d'app qu'il utilise, ils vous mettent par exemple cette app en avant, Lose It, qui est une app où vous rentrez les calories et vous pouvez, qui vous aide à vous nourrir. Et ils utiliseraient MLKit pour faire donc de l'OCR, pour reconnaître sur les aliments les nutrition facts, et pouvoir les lire et les utiliser. Du coup, j'ai joué un peu avec cette app, et en fait, ils ont une autre fonctionnalité qui est assez cool, ça s'appelle Snap It, où en fait, vous pouvez filmer un aliment et il va deviner ce que c'est. Et en allant voir un peu sur leur blog technique, il s'avère qu'ils utilisaient déjà TensorFlow Lite. Donc eux ont trouvé des réels cas d'usage qui vraiment sont assez sympas.
En autre app que je voulais montrer, il y a celle-ci qui a été faite par un de mes collègues, qui permet du coup de blur les visages, flouter les visages des personnes. On n'a pas forcément envie que tout le monde se retrouve avec sa tête sur les réseaux sociaux. Et là, finalement, ça a été très simple. Son app n'est pas du tout compliquée, et en peu de temps, il avait quelque chose qui fonctionnait très très bien. Et du coup, on peut se poser la question, et pourquoi pas dans nos apps? Par exemple, pour de la détection de fraude. Quand vous avez vos utilisateurs, vous faites un virement ou même des achats in-app ou autres, qui passent plusieurs étapes de formulaire, il y a quand même des patterns qui font que vous savez que la personne est en train de frauder, ou en tout cas qu'il y a un gros problème dans son utilisation de votre chemin. Est-ce que finalement, ça serait pas une bonne chose d'avoir un modèle qui peut détecter directement qu'il y a un cas de fraude et pouvoir ajouter des étapes supplémentaires de validation et de sécurité? On peut penser à l'aide utilisateur et aller même plus loin avec l'expérience utilisateur, un peu comme Android P nous le promet là, de pouvoir modifier son app, modifier son expérience utilisateur et son UI par rapport à l'utilisateur lui-même et pas par rapport à un panel d'utilisateurs. On va un petit peu au-delà des analytics, ça veut dire qu'on a un modèle qui est dédié à une personne et on peut vraiment se spécifier à l'ajout de documents, pouvoir prendre en photo des documents et récupérer les informations, ça on sait faire, pouvoir détecter en plus c'est quel document et finalement quel est le moyen le plus simple de récupérer les informations dessus. Pour des jeux, on a déjà des jeux où on peut jouer avec notre visage ou autre. Finalement, c'est assez facile à reproduire avec MLKit ou TensorFlow. Les filtres photos type Snapchat ou autre, là encore une fois, on détecte le visage et maintenant on peut même détecter exactement les contours du visage. Les tags de photos automatiques et même les propositions de hashtag au final. Quand vous commencez à écrire une phrase, souvent il y a quand même des choses qui ressortent assez vite, même par rapport à ce que vous avez déjà écrit précédemment. Et bien sûr, toutes vos idées. Parce qu'en fait, toutes ces idées-là, elles ne sortent pas juste de ma tête ou de la tête de 2-3 personnes. Ça a été des heures à réfléchir entre nous de qu'est-ce qu'on peut en faire et qu'est-ce qu'on peut vraiment apporter dans notre expérience utilisateur avec le machine learning. Du coup, comme je vous le disais, je fais partie d'Octo Technologies. Et comme tout le monde le fait, même si je ne l'ai pas vu aujourd'hui encore, nous, on recrute aussi. Mais pas à Nantes, désolé. Mais dans plein de villes. Et du coup, on a un stand là-bas, apparemment. Du coup, allez les voir, ils sont sympas. Voilà. Et du coup, vous pouvez me suivre sur Twitter. Sur GitHub, il y a les exemples de TensorFlow et de MLKit pour la même app. Comme ça, vous pouvez voir la différence de code entre les deux. Le code d'MLKit est finalement un tout petit peu plus long que sur TensorFlow Lite. On s'en aperçoit quand on fait exactement la même app. Et vous avez les articles associés sur Medium pour pouvoir juste retirer les bouts de code qui sont intéressants des codes lab qui étaient présents. J'ai un peu dit que le code lab d'MLKit n'était pas top. Par contre, celui de TensorFlow for Poets, il est vraiment génial. Si vous voulez vous y mettre à TensorFlow, ce code lab, il est vraiment, vraiment ouf. Et bien sûr, pour des datasets, n'hésitez pas à aller voir sur Kaggle, n'hésitez pas à aller voir sur les sites des universités qui proposent quand même des super datasets. Voilà, merci.